Le président de la République arrive dans la capitale italienne Rome pour prendre part aux travaux de la 8e session du dialogue méditerranéen. La première dame déclare au cours de la conférence Femmes et leadership universitaire à Rabat que les chiffres relatifs au taux de scolarisation des filles dans notre pays est encourageant. Le ministre secrétaire général à la présidence poursuit sa visite à l'intérieur du pays. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, s'est entretenu ce soir dans la capitale italienne Rome avec son Excellence le président de la République italienne, Monsieur Sergio Mattarella. Les entretiens ont porté sur les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer pour servir les intérêts communs des deux peuples amis. Les entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Khan, du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, et du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, de notre ambassadrice à Rome, son Excellence Madame Zeynabou Bint Ali Salem, et d'un certain nombre des membres du gouvernement italien. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a également reçu en audience la chef du gouvernement italien, Madame Giorgia Meloni, au siège du gouvernement italien. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Khan, le ministre du pétrole et des mines et de l'énergie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, le directeur de cabinet du président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, et notre ambassadeur en Italie, Mme Zeynabou Bint Ali Salem. Plusieurs membres du gouvernement italien étaient présents à cette audience. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, est arrivé ce soir dans la capitale italienne Rome pour prendre part aux travaux de la 8e session du dialogue méditerranéen. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Rome par une délégation italienne de haut niveau. Notre ambassadeur à Rome, son Excellence Madame Zeynabou Bint Ali Salem, un certain nombre d'ambassadeurs de pays arabes et africains résidant en Italie et le personnel de l'ambassade de Mauritanie à Rome.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin pour Rome afin d'assister à la 8e session des dialogues méditerranéens. Le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott-Motonsi par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, les deux ministres conseillères à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Son Excellence le Président de la République est accompagné d'une importante délégation qui comprend Mohamed Salman Merzoug, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ousmane Mamoudou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Zeynep Bontali Salem, ambassadrice de Mauritanie à Rome, Tal Ousmane, conseiller à la présidence de la République, Hussein Ould Naji, conseiller également à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État, ainsi qu'une délégation d'hommes d'affaires mauritaniens conduite par M. Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat, président de l'Union nationale du patronat mauritanien. La famille scolaire s'est réjouie de l'augmentation de salaire annoncée par le président de la République dans son discours à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Les professeurs et les enseignants ont également confirmé leur satisfaction vis-à-vis des nouvelles incitations et encouragements. Bokar Baylaban en dit plus. C'est l'une des mesures phares du discours du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit de l'augmentation qui porte sur une prime d'encouragement de 10 000 anciens ouguiyas par mois au profit des enseignants. Une augmentation qui sera payée mensuellement durant les 9 mois de l'année scolaire. Cet homme affirme que cette mesure est à s'allier à sa juste valeur. Il rappelle que les enseignants assurent un rôle grandissant dans la transmission des connaissances, donc cette augmentation leur permettra de mener à bien leurs tâches. Au moment où l'État a impulsé une nouvelle dynamique dans l'éducation nationale avec l'entrée en vigueur de l'école républicaine, cette mesure vient offrir une motivation supplémentaire au staff pédagogique pour atteindre les objectifs fixés. D'ailleurs, cet homme affirme que c'est une décision sage et cela permettra aux enseignants de contribuer à dynamiser l'enseignement. À rappeler que cette mesure s'accompagne à une autre mesure phare d'augmenter les salaires d'agents et contractuels civils et militaires de l'État. Je vous le disais en titre, la première dame déclare au cours de la conférence Femmes et Leadership universitaire à Rabat que les chiffres relatifs au taux de scolarisation des filles dans notre pays est encourageant. Synthèse du discours de la première dame avec Meimouna Lo. La première dame a prononcé un discours dans lequel elle a dit ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la culture et la science, Dr Salim bin Mohamed El Malik, pour l'invitation et dire son honneur de prendre la parole devant cette assemblée et cette institution porteuse de notre riche patrimoine d'éducation, de culture et de science. Elle a rappelé dans son discours qu'après que l'ISESCO ait lancé son initiative de déclarer 2021 l'année de la femme sous le slogan « Les femmes et l'avenir », elle a réuni à nouveau sous son égide les questions et le leadership des femmes. Le thème choisi cette année, a dit la première dame, vise à décrire de manière intéressante le présent des femmes dans notre monde islamique et envisage de manière stimulante l'avenir de leur autonomisation. Cela montre également clairement que la stratégie d'autonomisation des femmes adoptée par l'organisation compte tenu d'avancées dans la réalisation de ces grands et nobles objectifs, a dit Mme Mariam Mintedeh, qui a poursuivi que l'organisation de cette conférence en partenariat stratégique avec l'Université de la Princesse Noura bint Abdullah Rahma est en coopération avec l'Association des universités islamiques qui sont des organismes de référence pour soutenir, accueillir et encadrer les efforts des femmes dans l'enseignement supérieur, représente un ajout qualitatif qui renforce l'orientation stratégique basée sur l'engagement dans des
actions influentes en faveur des renforcements de la condition féminine et renforce leur statut. La première dame a déclaré dans son discours que l'organisation de cette conférence représente une pierre angulaire importante, ajoutée aux nombreuses initiatives qualitatives que l'ISESCO a organisées et parrainées tout au long de sa carrière. En particulier dans le domaine de l'éducation et du développement communautaire, a commencé par le projet de renforcement de capacité des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et du programme des ambassadrices de l'ISESCO et du programme des femmes pionnières. Il s'agit d'initiatives authentiques, dignes et appréciables qui témoignent. Direction Djigani dans la wilaya du Houd Sharqi où le secrétaire général de la présidence de la République a conclu sa visite dans la wilaya. Au cours des rencontres qu'il a tenues avec les citoyens, il a été informé sur leurs conditions de vie et a écouté leurs préoccupations et entendu leurs aspirations. Aminata Khan. Cette rencontre tenue dans la Muqata'a de Djigani est consacrée à l'examen des conditions économiques, sociales et politiques des citoyens, mais également sur l'avancement et l'exécution des projets, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières et de l'élevage. La rencontre a réuni autour du ministre secrétaire général à la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Laqrab, les élus, les cadres et notables de la Muqata'a. Prenant la parole, le ministre secrétaire général à la présidence de la République a noté l'importance de l'école républicaine dans la création d'une génération armée du savoir et capable d'assurer une gestion plus efficace des nombreuses potentialités du pays. Moulay Mohamed Laqrab a exhorté les élus à servir leur circonscription électorale sans distinction et leur pays avant d'appeler à la participation de tous à l'organisation des élections transparentes. Lui succédant, le Wali Moussaed de la wilaya du Houd Sharqi, Mahfouz Ould Haddemin, a invité la famille mauritanienne scolaire dans son ensemble à contribuer à la réussite de la vision stratégique du président de la République visant le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Le maire de Djigani a loué la visite du ministre secrétaire général qui témoigne selon lui de l'intérêt qu'accorde l'État aux citoyens de la Muqata'a de Djigani et à leur situation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif accompagné du Wali du Tirs Zamour a supervisé ce matin l'inauguration d'un collège au quartier de Tarhil de la ville de Zouarate. Cette nouvelle infrastructure scolaire vient s'ajouter à d'autres dans la ville. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a procédé à l'inauguration d'un nouveau collège au niveau du quartier Tarhil de la ville de Zouarate. Il a procédé à la coupure du ruban symbolique dans le cadre de la mise en place d'une école républicaine. Cette infrastructure scolaire fait partie des écoles qui ont été érigées dans le cadre de la mise en place d'une école républicaine. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lemine, a mis en avant sa satisfaction pour ce déplacement au Tirs Zamour dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a aussi déclaré que ce collège constitue une demande des habitants, remerciant ainsi la direction des projets au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs pour avoir facilité la construction de cet établissement en convainquant les partenaires au développement de l'importance de l'éducation. Cette nouvelle école compte 8 salles de classe, un bâtiment dédié à l'administration, entre autres. Le président du conseil régional du Tirs Zamour, Mohamed Ould Mahjoub, a pour sa part salué la politique du président de la République et affirmé l'appui qu'il apporte à cette politique mise en œuvre, particulièrement l'établissement d'une école républicaine. Il a dans ce cadre mis en avant l'importance pour tous les enfants du pays de fréquenter les mêmes écoles. Salka Mint Mahmoud, maire de la ville de Zouarate, a pour sa part saluer la politique mise en œuvre dans le secteur éducatif à tous les niveaux. Le ministre a à la suite des allocutions visité les différentes salles de classe et compartiments de cette infrastructure scolaire.
Agissons pour l'égalité, tel est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida qui se tient le 1er décembre de chaque année. La commémoration par notre pays vise à faire la lumière sur les développements et la réalité de cette pandémie afin de mieux la combattre. Mohamed El-Khattat. C'est une célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida qui donne l'occasion d'organiser de nombreuses activités dans le but d'intensifier la prise de conscience et la sensibilisation sur la maladie, ses modes de transmission et de prévention. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, vice-président du Comité national de lutte contre le sida, de noter que la situation en ce qui concerne ce fléau n'est pas alarmante dans notre pays, Dieu merci, et que les cas de contamination connaissent un recul certain, passant de 0,6% en 2008 à 0,2% actuellement. Ce qui témoigne, a-t-il dit, de l'efficacité des approches et des stratégies adoptées, notamment la gratuité des examens de dépistage et des traitements sur tout le territoire national, l'intensification des campagnes de sensibilisation et la lutte contre toutes les formes de discrimination négative à l'égard des personnes atteintes du virus VIH-Sida et leur soutien. Il a déclaré que malgré les résultats positifs, l'effort reste encore en deçà des attentes et insuffisant en matière de sensibilisation, de mobilisation et de prévention, soulignant que le secteur de la santé porte une certaine part de responsabilité, mais aussi les organisations de la société civile, les influenceurs et les leaders d'opinion, appelant les uns et les autres à redoubler d'efforts de mobilisation pour prévenir cette maladie, sachant, a-t-il ajouté, que notre peuple, de par son héritage culturel et son immunité sociétale, a des capacités uniques à éradiquer le fléau dans des délais limités. Lui, succédant le secrétaire exécutif national de lutte contre le sida, M. Abdallah Ould Sidi Ali, a précisé que notre pays a été fortement impliqué dans les efforts mondiaux visant à lutter contre cette maladie et à préparer des stratégies et des approches qui ont donné des résultats encourageants. Il a indiqué qu'en 2022, les opérations de dépistage incluant 23 000 personnes ont révélé un taux d'infection au niveau de la population générale estimé à environ 0,3%, alors que 3 631 personnes infectées bénéficient de soins dans 8 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Il a souligné que des travaux sont en cours pour boucler les procédures d'ouverture de 5 nouveaux centres à Ayoun, Alek, Attar, Tidjikja et Sidi Babi au cours de l'année en cours, complétant ainsi la couverture de toutes les capitales des wilayas, ce qui contribue à rapprocher les services des bénéficiaires. De même, a expliqué Ould Sidi Ali que la surveillance épidémiologique indique que la maladie est presque confinée depuis plusieurs années à certains groupes de la société, puisqu'elle atteint 9% chez les femmes et 23% chez les hommes au sein de ces groupes, ce qui a incité le secrétariat exécutif de lutte contre le sida à organiser des activités ciblées dans le but de contenir la propagation de la maladie au sein de ces groupes. Pour sa part, M. Mohamed Salek Ould Omar, le maire de la commune d'Uksar, dont relève l'hôpital mère et enfant de Nouakchott où se déroule la manifestation, il a rappelé que la journée mondiale de lutte contre le sida, qui tombe le 1er décembre de chaque année, vient faire la lumière sur les développements et la réalité de la maladie dans tous les pays du monde pour la combattre avec toutes les méthodes et tous les moyens disponibles et soutenir ceux qui en sont affectés et éliminer toutes les manifestations d'inégalité. De son côté, son Excellence Madame Leila Peters Yahya, coordinatrice résidente du programme des Nations Unies dans notre pays, elle a indiqué. Avant tout, laissez-moi féliciter la Mauritanie pour célébrer cette journée, mais aussi pour tous les efforts que vous menez depuis des années. Et je sais que vous avez redoublé vos efforts dans le domaine de la prévention et je vous encourage à poursuivre ces efforts. Cela démontre la détermination du gouvernement de la Mauritanie de faire face à cette pandémie et d'y mettre fin. Le sida aujourd'hui dans le monde, c'est plus de 40 millions de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants qui ont perdu la vie à cause du sida. Selon le nouveau rapport de l'ONU-SIDA intitulé
les inégalités dangereuses. Le retard actuel pour mettre fin au sida d'ici 2030 est imputable aux inégalités. C'est pourquoi la journée mondiale du sida pour cette année fait la place à l'égalité. Le responsable du réseau mauritanien des personnes vivant avec le VIH-Sida, M. Cheikh Sidia, a loué les efforts déployés par les pouvoirs publics qui soulagent, dit-il, les souffrances de la grande majorité des personnes infectées. Il est à noter qu'en marge de la cérémonie, le ministre de la Santé et sa délégation ont visité des pavillons réservés aux organisations de la société civile active dans le domaine de la lutte contre le sida, écoutant des explications relatives à leurs activités avant de visiter un centre de dépistage volontaire du sida, s'informant sur les taux d'affluence. Kifa, le ministre de l'Élevage, a supervisé le lancement de la campagne nationale de vaccination du bétail pour l'année 2022-2023. À cette occasion, le ministre a appelé tous les acteurs à déployer des efforts dans la campagne pour atteindre ces objectifs. Plus de précisions avec Amina Mentakhlil. Immunise ton bétail pour garantir ta substance. Voici le thème sur lequel a été lancé à partir de la localité de Boukamar la campagne nationale de vaccination du cheptel. Supervisée par le ministre de l'Élevage en compagnie du Wali de la Saba, la présente campagne vise à immuniser 7 millions de bêtes contre la peste des caprins et 2 300 000 bovins contre la pneumonie, entre autres maladies. La particularité de la présente campagne réside, selon le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Abdallah Oulazman, dans son caractère proactif destiné à anticiper la propagation des maladies des animaux et à les cerner dès l'apparition des premiers cas. Le ministre a également loué cette occasion, lui permettant de rencontrer les délégués régionaux de la Saba et de partager avec eux les différentes priorités et ambitions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans ce sens. Il a enfin précisé que le président de la République a déployé le maximum possible des ressources pour atteindre les meilleurs résultats dans les plus brefs délais. Le ministre a indiqué que les résultats et indicateurs de cette campagne seront utilisés pour la planification de la prochaine campagne. La présente campagne d'immunisation du cheptel compte avec l'appui de 68 équipes vétérinaires qui vont sillonner toutes les zones concernées. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'Markaziye pour l'approvisionnement en intrants animaliers. Il a également précisé que les équipes mobiles sont actuellement en déplacement dans toutes les wilayas du pays. Une démarche qui a été largement appréciée par les éleveurs de la wilaya de la Saba. Ils ont indiqué que la vaccination du cheptel était très coûteuse par le passé, ce qui n'est pas le cas pour cette année. Il est à noter qu'en plus de la gratuité des vaccins, les responsables du secteur de l'élevage ont également mené une campagne parallèle de sensibilisation à l'importance des soins animaliers auprès des éleveurs. Direction à présent l'est du pays, plus précisément à Tar, la capitale de l'Adrar, où le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a accompagné du Wali de l'Adrar à superviser l'inauguration d'une extension de l'école de formation technique et professionnelle de la ville d'Adrar. Cette extension, qui comprend un certain nombre d'ateliers, de salles de classe et d'un laboratoire, permettra d'augmenter la capacité de l'école. Commentaire signé Bokar Belaba. Former des ressources humaines de grandes compétences, tel est le cheval de bataille du département de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour ce faire, ce sont les structures de formation qui sont mises à contribution. L'extension de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Adrar s'inscrit dans cette optique. Ainsi, l'établissement bénéficie désormais de nouvelles installations pour renforcer le cadre des enseignements. En d'autres termes, il s'agit de 7 salles de classe dans le laboratoire et 2 salles spécialisées. C'est avec une joie immense que je préside ce matin à Adrar la cérémonie d'inauguration officielle de la nouvelle extension de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Adrar. Et je vous remercie pour votre présence à cet événement qui relève de la plus haute importance pour mon département. Le 22 novembre dernier, nous avons eu l'honneur d'inaugurer l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des BTP de Riyad en présence du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Aujourd'hui, nous inaugurons la nouvelle école d'Adrar. Je forme le vœu de continuer cet talent prometteur
pour le développement de la formation technique et professionnelle dans notre pays. L'achèvement des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Atar, dans le cadre du programme d'appui à la formation technique et professionnelle financé par la KfW, est une étape supplémentaire dans le cadre de la politique de développement et d'amélioration de la formation technique et professionnelle engagée par notre département. À son tour, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Mauritanie, son Excellence, Mme Isabelle Henne, a mis en exergue l'importance des structures scolaires dédiées à la formation professionnelle, rappelant la solidité de la coopération entre les deux pays. Au terme de la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Niang Mamoudou et la délégation se sont informés du fonctionnement des différents ateliers de l'école qui se renforcent à travers cette extension. La délégation a également visité l'antenne Tishril relevant de l'Agence nationale de l'emploi. Sur place, ils ont été édifiés sur les acquis et les obstacles dans le fonctionnement de cette structure. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a tenu une réunion autour des responsables en charge de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle en Adrar. Et la visite s'est terminée dans une école fondamentale où la délégation s'est informée du déroulement des cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a supervisé la distribution des prix de recherche scientifique et le financement des projets de recherche pour l'année 2022. Ces prix visent à encourager les chercheurs dans le domaine scientifique et à développer la recherche et l'innovation. Aminata Khan. Le Palais des Congrès de Nouakchott a abrité la cérémonie de remise des prix de la recherche scientifique et de financement des projets de recherche organisée pour la seconde fois par l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est ainsi que le premier prix a été remporté par le binôme Fatma Mohamed El Mokhtar Haïdi et Ahmed Sidi Saad de la Faculté des sciences et techniques, et le deuxième prix, dénommé Prix Saleh Oulmoulaye par Zainabou Mintsidoumou, professeur à la Faculté des sciences et techniques, au moment où le troisième prix pour les travaux de la recherche a été attribué à Mohamed Saïd Oul Mohamed Sidia et Ahmedou Oul Ahmeda de la Faculté des sciences et techniques, ainsi qu'Indaou de l'Institut mauritanien des recherches. Les travaux de recherche primés ont porté sur le génotypage des virus de l'hépatite B et coronavirus chez les deux groupes de patients mauritaniens en état critique. Le directeur général de l'Agence de la recherche scientifique et de l'innovation, Ahmed El Mouna, a apprécié dans son allocution la qualité des recherches menées par les chercheurs nationaux dans divers domaines d'intérêt national, indiquant que l'agence a toujours encouragé les travaux de recherche pertinents de qualité, qu'il s'agit de recherches appliquées qui répondent à certains défis du développement national, comme c'est le cas du prix de la meilleure thèse ou qu'il s'agisse du transfert des connaissances. Il a révélé que l'agence étudie le relèvement du plafond de son financement pour permettre aux chercheurs de réaliser des travaux plus poussés et stimuler l'émergence de projets de recherche performants et adapté. Il a enfin félicité les lauréats et leur a souhaité plein de succès dans leur carrière scientifique. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savi Mtentara, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact aux antennes du Centre de formation et de promotion sociale des enfants aux besoins spéciaux dans les 3 wilayas de Nouakchott. Le point avec Abdullah Damaba. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille s'est en premier lieu rendue à l'unité d'éducation des enfants atteints du spectre de l'autisme située au niveau de la Mokata du Ksar. Sur les lieux, elle s'est informée du rôle de cette unité qui accueille 66 enfants à besoins spécifiques spéciaux. Elle a reçu des explications sur les conditions des pensionnaires de cette structure. Par la suite, elle a visité l'école des non-voyants de la Mokata de Tabrak-Zena. Là aussi, elle s'est informée des conditions d'études de ces enfants. Ces structures accueillent actuellement 41 enfants non-voyants. L'avant-dernière étape de cette visite a constitué le centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap situé au sein de la Mokata d'Elmina. Ce centre participe à la formation de 104 enfants. Elle a
écouté les responsables de cette structure sur les conditions d'études de ces enfants victimes d'un handicap mental du syndrome Down. La dernière étape a été l'école dédiée aux enfants sourds de la Moukata de Toujinine. Cette structure accueille 231 enfants sur les lieux. Elle a eu droit à un exposé sur la situation de ce centre, aussi bien du point de vue des infrastructures que le staff enseignant. Une cérémonie de levée des couleurs a eu lieu au cours de ce déplacement de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Elle s'est dans ce cadre informée des conditions d'études au sein des différentes salles de classe. Safi Taha, ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, a affirmé que les problèmes soulevés par les parents d'élèves vont être traités et des solutions appropriées vont être trouvées dans les meilleurs délais. Elle a précisé que la formation et l'encadrement constituent une préoccupation majeure, d'où dit-elle recrutement d'instituteurs spécialisés dans ce cadre qui seront disponibles une fois que leur formation au sein du Centre national de l'action sociale terminée. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Oulechrouqa, et son homologue, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, ont commenté hier soir, au cours d'une conférence de presse tenue à Nouakchott, les résultats du Conseil des ministres. Mohamed El-Khattab. Dans sa réunion hebdomadaire du mercredi, le Conseil des ministres a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit signée le 14 novembre 2022 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, destiné à la participation au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Intervenant sur ce sujet, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Khan Ousmane Mamoudou, a précisé que le projet de loi est relatif à une convention qui a été signée il y a 2 semaines de cela avec le FADES pour le financement d'une partie des coûts du système d'approvisionnement en eau des villes situées entre Gouraï et Kifa. Vous en avez déjà entendu parler un certain nombre de fois. C'est un très grand projet initié par le président de la République qui va coûter 320 millions de dollars, qui va apporter l'eau à 92 localités situées entre Gouraï et Kifa, qui va impliquer 6 bailleurs de fonds étrangers, en plus du budget de l'État mauritanien. C'est l'occasion pour moi de vous dire où est-ce qu'on en est avec le processus de financement de ce projet. Le Fonds saoudien de développement a déjà signé avec nous la convention apportant sa part au financement. Ce projet de convention est actuellement au niveau du Parlement et sera discuté en plénière le 8 décembre, Inch'Allah. Le FADES a signé avec nous le 14 novembre dernier. Le projet de loi a été soumis ce matin en Conseil des ministres et sera transmis très bientôt au Parlement, Inch'Allah. La Banque islamique de développement a déjà approuvé. Le processus de signature est en cours. Le fonds de l'OPEP, l'OFID, a programmé la présentation de ce projet de convention pour son conseil d'administration pour le 15 décembre prochain, Inch'Allah. Il reste actuellement le fonds koweïtien qu'il a programmé pour la mi-décembre et le fonds d'Abu Dhabi que nous attendons les dates très bientôt. C'est vous dire que le bouclage du financement de ce projet se passe très bien, il est quasi fait. Nous espérons que l'essentiel de ces conventions sera approuvé par le Parlement au cours de la session en cours et qu'elles seront promulguées très bientôt et que les travaux vont commencer incessamment. Abordant la question de l'avancement des projets au mois d'octobre 2022, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a indiqué. Depuis quelques mois, le président de la République veille à ce que chaque mois, on fait le point au niveau du Conseil des ministres sur l'exécution effective des projets financés par nos partenaires extérieurs.
Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de présenter au Conseil des ministres l'état d'exécution pour le mois d'octobre 2022. Je dois dire que le message est à l'optimisme. La surveillance faite par le gouvernement sur les instructions du président de la République, la sensibilisation faite au niveau des unités de coordination des projets, la participation et la coopération de nos partenaires techniques et financiers conduit à de bons résultats. C'est loin de ce que nous souhaitons, nous voulons beaucoup plus, nous voulons beaucoup mieux, mais c'est un progrès certain par rapport à ce qui était là depuis plusieurs années. S'agissant du discours du président de la République à l'occasion de la fête d'indépendance nationale, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chourouka, a déclaré que c'était un discours historique qui met en avant l'importance des ressources humaines, qu'il s'agisse de la formation, de l'école républicaine, de la vie active, du travail, de l'augmentation des salaires. Des mesures ont déjà été prises en ce qui concerne les retraites. C'est un discours historique, a-t-il dit, qui a été bien apprécié par l'ensemble des Mauritaniens dans leurs différentes composantes politiques, la société civile et les associations syndicales. C'est un discours qui était au-delà des attentes et a témoigné du souci constant du président de la République d'améliorer les conditions de vie des populations. En outre, le porte-parole du gouvernement a répondu à une série de questions, notamment celles relatives à l'état des routes à Nouakchott. À ce propos, il a rappelé qu'au lendemain des fortes pluies que le pays a connues, une commission interministérielle a été mise en place afin de prendre les mesures qu'il faut pour remettre aux normes les routes dégradées. Il a déclaré qu'un plan a été établi et qu'il sera mis en œuvre progressivement. Au sujet des projets que le patronat mauritanien s'est engagé devant le président de la République à lancer, le porte-parole du gouvernement a précisé que le patronat a suggéré plusieurs projets au président de la République qui ont été appuyés par le gouvernement. Certains de ces projets ont été exécutés et inaugurés, d'autres sont en cours de réalisation et seront achevés d'ici fin décembre. Pour ce qui est du contrôle de la qualité des routes, le porte-parole du gouvernement a souligné qu'il existe plusieurs niveaux de surveillance et de vérification, notamment à travers les bureaux de contrôle qui vérifient la conformité des routes et autres infrastructures au cahier des charges. Il a aussi révélé l'implication des directions régionales et l'organisation mensuelle de visites de terrain afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Abdrahman Tolba, président de la commission, à la présentation et à la discussion du budget du Premier ministère dans le projet de loi des finances initiales pour l'année 2023. Au cours de cette séance, la commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Finances, M. Selmoul Mohamed Mouadi, dans lequel il a passé en revue les principales rubriques de ce budget en recettes et en dépenses. Le budget du Premier ministère dans le projet initial de loi de finances pour l'année 2023 s'élève à 502 143 220 nouvelles ouguiya. La commission des finances de l'Assemblée nationale a également consacré la réunion qu'elle a tenue hier soir sous la présidence de M. Mohamed Abdrahman Tolba, président de la commission, à la présentation et à la discussion du budget du ministère de la Justice dans le projet initial de loi de finances pour l'année 2023. Au cours de la réunion, le comité a suivi une présentation du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ould Bouye, dans laquelle il a passé en revue des dispositions de base de ce budget et les domaines de son décaissement. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé une manifestation sous le titre « Ensemble pour la liberté d'expression, indispensable à l'état de droit et à la démocratie ». L'initiative vise à une meilleure coordination entre les différents secteurs pour organiser et encadrer ce domaine. Amina Mtakhlil. Ensemble pour la liberté d'expression nécessaire à la souveraineté de la loi et à la démocratie.
ensemble contre le discours haineux, violent et discriminatoire. Voici le thème sous lequel a été organisée l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme, réunissant les acteurs de la scène médiatique et de la société civile. Lors de son mot pour l'occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem Bouhabbaini, a indiqué que la rencontre est organisée pour assurer la protection du droit à la libre expression, ce qui entre parfaitement dans le cadre du travail de la Commission. La libre expression, un droit qui, dit-il, ne doit pas être confondu avec le discours haineux, l'incitation à la violence et la discrimination, qui sont considérés comme étant des violations explicites des droits de l'homme et des délits commis au nom de la liberté. La réunion a été l'occasion de présenter le bilan des caravanes des droits de l'homme organisées dans tout le pays, ainsi que les punitions prévues par les textes et lois en vigueur pour l'utilisation extrémiste et illégale de la parole. La liberté d'expression, dans le cadre de la légalité et le respect mutuel, est un élément clé pour l'exercice de la démocratie. Ainsi, l'incitation à la haine, le racisme et la diffamation sont considérés par la loi de la République islamique de Mauritanie comme étant des crimes, délits et infractions. Dans le cadre des manifestations commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, le nouveau siège de direction régionale de la sûreté routière au niveau de la wilaya du Trarza a été inauguré aujourd'hui dans la ville de Rosso. Mohamed El-Khattat nous en dit plus. C'est dans le cadre des festivités commémorant le 62e anniversaire de l'indépendance nationale qu'intervient cette inauguration à Rosso du nouveau siège de la direction régionale de la sécurité routière au niveau de la wilaya du Trarza, sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahfoud El-Brahim, accompagné du directeur général du groupement général de la sécurité routière, le général Mohamed El-Haritani, et cela en présence des autorités administratives et sécuritaires. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de déclarer que la sécurité routière fait aujourd'hui l'objet d'une grande attention à travers le monde. C'est aussi l'engagement pris par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans son programme électoral et qu'il a traduit dans les faits en matière de développement, veillant à son exécution et activant les mécanismes qui en garantissent et la réalisation et les résultats sur le terrain. De son côté, le directeur général du groupement général de la sécurité routière, le général Mohamed El-Haritani, a indiqué que le contrôle et l'organisation du trafic routier à l'heure actuelle sont devenus d'une grande importance et influencent la sécurité et la tranquillité dans les villes, de sorte qu'il est devenu urgent d'avoir un secteur spécialisé dans la gestion du trafic dans toute la ville, considérant que l'inauguration de la direction régionale pour la sécurité routière au Trarza est considérée comme une étape importante de la stratégie générale du secteur, qui nécessite, entre autres, de compléter son déploiement dans toutes les wilayas pour assurer la fluidité de la circulation, réduire les accidents et les infractions et améliorer la sécurité. Pour sa part, le maire de Rosso, M. Bombo Olderman, a salué les efforts considérables déployés par le groupement général de la sécurité routière. Il est à noter que ce bâtiment comprend 20 pièces, dont des bureaux du personnel, des magasins d'équipement, une salle de formation et une autre pour les réunions. Dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance nationale, le chef d'état-major de la garde nationale, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine, en compagnie du wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidibba, a supervisé aujourd'hui à Kayedi la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du regroupement régional numéro 11 de la garde nationale. Aminata Khan. Le chef d'état-major de la garde nationale, accompagné du wali de la wilaya du Gorgol, ont procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration du nouveau siège du regroupement régional numéro 11 de la garde nationale. Ensuite, le chef d'état-major a fait le tour des différentes composantes du siège qui comprend 2 salles de réunion, des bureaux administratifs en plus de d'autres services. Cette nouvelle acquisition de la garde nationale entre dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire de notre indépendance nationale.
Le commandant du groupement, le lieutenant-colonel Mohamed El-Boukhari Oulbamba, a déclaré à notre micro que la garde nationale a bénéficié au cours de ces dernières années d'un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures du groupement numéro 5, 6 et 11 avant de les élargir aux différentes wilayas du pays. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives du Gorgol et des chefs des autorités sécuritaires de la wilaya. L'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a organisé aujourd'hui à son siège à Nouakchott un symposium sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles dans le cadre de la commémoration par l'Organisation des Nations Unies de la Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. La responsable de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Mehlem Tahmed Talibna, a expliqué que l'Observatoire a voulu que ce colloque soit intellectuel et une occasion d'échanger les idées avec des universitaires, des juristes, oulémas et jurisconsultes, des experts, avec la société civile et des responsables d'associations travaillant dans le domaine des droits des femmes. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République arrive dans la capitale italienne Rome pour prendre part aux travaux de la 8e session du dialogue méditerranéen. La première dame déclare au cours de la conférence Femmes et Leadership universitaire à Rabat que les chiffres relatifs au taux de scolarisation des filles dans notre pays est encourageant. Le ministre secrétaire général à la présidence poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.